Maintenant, ici, voilà l'interface sophistique Structural Desktop. Voilà, là c'est l'écran. L'écran est divisé en deux parties. Comme vous le voyez, il y a l'arborescence de tâches là-bas et l'espace de travail. Donc, et les SSD fonctionnent par tâche. Donc, le Structural Desktop, il fonctionne par tâche pendant tout au long des processus de calcul. Donc, chaque étape de modélisation, ou de dimensionnement est représentée par des tâches. Donc, toutes les tâches sont assignées à des groupes appelés système, analyse ou vérification. Tu vois là, toutes les tâches sont assignées à des groupes qu'on appelle système et des groupes qu'on appelle système. Et il y a des groupes analyse, donc analyse, de calculation, et enveloping and combination, donc pour la combinaison des charges. Lorsque je vais relancer les charges dimensionnantes, lorsque je vais faire les dimensionnements des différents éléments entre les poutres, les dalles, ainsi de suite, les éléments surfaciques et autres choses. Là, nous avons le code pour la vérification et le ferraillage des éléments surfaciques que vous voyez là-bas. Si j'ai fait comme ça, tu vois, concrete, éléments surfaciques, et voilà. Maintenant, ici, pour le matériel, je peux modifier mes matériaux. Donc, je peux ajouter les sous-systèmes. Donc, s'il y a des matériaux qui manquent, par exemple, pour les matériels, les matériaux que je vais utiliser ici, pour lorsque les systèmes d'information, les matériels, et ici, nous avons Revit Modeling comme un modèle de processeur graphique que j'ai utilisé. Et voilà, là, je peux éditer ça, ou je peux ajouter. Tu vois, lorsque j'édite ça, tu vois par exemple mon béton. La classification de mon béton, je peux les modifier. Par exemple, la résistance caractéristique de mes bétons à 28 jours, peut-être je peux atteindre 30 mégapascales. Bon, pour les ouvrages d'art, je vois susceptible de recevoir des charges tellement variables. Et là, je peux utiliser 30 mégapascales. Mais pour moi, c'est juste que une simple maison, je crois que 25 mégapascales pour moi est FC28, donc la résistance caractéristique du béton à 28 jours, si je peux atteindre facilement 25 mégapascales sur les chantiers. Si toutes les conditions sont réunies, donc la malléabilité du béton, la mise en œuvre et la formulation, donc si on a très bien fait l'analyse géotechnique, le moule qu'on a choisi, les types des cylindres qu'on a choisi pour faire l'écrasement du béton et pour atteindre les choix des matériaux, la granulométrie, tout ça, bon, ça nous revient au cours des technologies physiques du béton et les cours de mécanique des sols. Bon, là, nous sommes en calcul des styles, c'est juste des petits rappels. Et voilà, là, moi, je vais choisir classification. Les types de ciment, ça va être le ciment normal. Les types de normes, tu vois, là-bas, ça me donne toutes les normes que je vais utiliser. Tu vois, et manufacturing stone, donc des pierres fabriquées, et practice, le freeboard, les constructions en aluminium, les aciers structurels. Là je travaille juste HeroCode. Tu vois, quand je mets HeroCode, là, HeroCode, ça va être HeroCode 3 qui traite l'acier. Tu vois là. Et là-bas, moi, je vais juste mettre HeroCode 2 pour le béton. Tu vois, dès que je change ici, vous voyez, tout va changer là-bas. Tu vois. Mais la densité du béton reste la même. Tu vois la densité du béton qui est là. Il nous donne la température, le module d'élasticité, les coefficients des poissons, donc les ratios, les coefficients des poissons, le module de cisaillement, le module de compression, la résistance. Tu vois la résistance effective du béton à 28 jours, 24 mégapascales, la résistance en traction. Vous savez très bien pour calculer la résistance en traction du béton. Attends. Nous savons très bien que pour calculer et la résistance caractéristique, donc la résistance du béton en traction, donc la résistance caractéristique du béton en traction. On sait très bien que les bétons travaillent très mal en traction. C'est la raison pour laquelle on avait introduit le principe des systèmes de précontraintes. Donc, je dois pouvoir vous parler à une autre vidéo quand je vais vous parler de comment insérer les systèmes de précontraintes dans une dalle avec sophistique. Nous savons très bien que c'est 0.06 plus 0,6 FC 25 FC 28, sorry. Donc là
on prend la résistance caractéristique du béton à 28 jours qui est les 25 mégapascales. Lorsque vous allez les multiplier par ça, vous allez avoir cette valeur ici. Vous allez avoir cette valeur ici de la contrainte en traction du béton. Ça, ce sont les notions de BAL 91 modifié 99 ou Eurocode D. Mais j'ai juste des petits rappels. Et là, ça, la résistance à la fatigue. Vous pouvez calculer tout ça manuellement et de vérifier tout ça. C'est dans les notes des Eurocode. Et là, lorsque vous avez vérifié vos matériaux, ok. Là, c'est la vérification des aciers et d'armature. Là, la résistance caractéristique pour les aciers d'armature, il vous donne le poids. Là, c'est la classification. Encore une fois, je reviens ici, je l'ai expliqué récemment. Je lui ai dit que, par exemple, pour les aciers FE, limite d'élasticité pour les aciers d'armature qui peut atteindre 400 mégapascales, les aciers d'armature, reinforcement rebar, 400 mégapascales. 400 mégapascales, on sait très bien si on veut déterminer la contrainte de traction de ces aciers d'armature, ça sera les FE 400 sur gamma S. Donc gamma S qui est le coefficient du béton carré. Et voilà, si on fait les calculs, là on saura que là-bas c'est 1.15. Le coefficient de sécurité de l'acier. Pour les bétons, c'est 1.5. Et là, vous avez les contraintes de traction d'armature, des aciers d'armature. Donc, toutes ces histoires, vous pouvez les calculer manuellement parce que ce sont des notions. Pour les bétons, c'est en fonction des types et les types de fissuration. Et s'il y a des matériaux qui manquent, vous pouvez juste cliquer là-bas, par exemple, New Sol matériel. Par exemple, pour le sol, je peux définir des matériaux pour mon sol. J'ai défini là-bas, j'ai dit par exemple, et well-graded gravel, les types de sols que je vais utiliser. Si ce sont des pierres, crystal rock, et si je vais utiliser par exemple les sand, si je vais utiliser les gravel wave seats, par exemple, je peux utiliser par exemple ça, et il va vous donner les modules des angles de ces sols, et vous pouvez calculer la résistance, et ainsi de suite, tout ça, mais ça n'est pas le sujet du jour. Là, quand je vous parlais des dimensionnements, j'ai écouté. Donc, c'est un peu de ça. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Et autre chose, c'est pour les sections transversales, tu vois qu'il y a des sections qui sont là-bas, qui sont venues. Donc, il y a certaines sections qui sont là-bas. Donc, je m'excuse, il y a certaines sections que j'ai faites avec Revit parce que vous allez voir les modèles que je vais pouvoir utiliser. Les modèles là que je vous ai montré, j'ai déjà défini les sections. Mais vous pouvez encore une fois définir d'autres sections supplémentaires ici, tu vois. Vous pouvez définir ici, par exemple, une nouvelle section. Donc, il vous donne la possibilité, par exemple, d'introduire des sections rectangulaires et des sections, des rectangles pour le colonne et pour le poutre, des sections en T, des sections plates. Donc, des sections plates, là, lorsque, par exemple, vous voulez modéliser soit des éléments plats et des murs, là quand vous voulez modéliser et vous voulez configurer les matériaux de vos sections, par exemple des voiles et aussi les sections à circulaires. Si par exemple nous travaillons dans le domaine des précontraintes, des éléments qui sont soutenus par des câbles, par exemple pour les couvertures des stades, et des tribunes, par exemple les couvertures encore pour par exemple des piscines olympiques, ou soit par exemple pour des ouvrages d'art comme le pont suspendu, les ponts au bas, les ponts à arc. Là maintenant nous pouvons définir nos sections, nos diamètres des câbles. Si et en construction métallique, là nous pouvons définir de nouvelles sections. Et quand on définit les nouvelles sections, on peut choisir les types de profilés parce que là il va d'abord calculer cette analyse-là de la géométrie des sections transversales pour pouvoir nous donner, par exemple, présent, et voilà, et bien d'autres éléments. Les profilés, vous pouvez les choisir, les T, les IPE, nous avons les H, c'est pour les colonnes, ainsi de suite. Et puis par après, si par exemple pour le béton, vous voulez soit mettre une section en T que vous voulez utiliser dans votre élément de calcul, vous pouvez les mettre là-bas. Vous pouvez définir par exemple la longueur des lames, donc la largeur des lames, la hauteur de votre profilé. Vous pouvez mettre par exemple ici, par exemple 0.8, la hauteur.
ainsi de suite. Bon, ça c'est un exemple, je vous montre. Vous ajoutez cette profilée-là en T. Et puis, autre chose que vous pouvez faire, c'est que je peux encore une fois vous expliquer par rapport à l'interface des projets. Cette arborescence des projets, c'est tous les éléments que vous voulez utiliser dans votre calcul, il faut les insérer comme des tâches. Tu vois? Et sous forme de groupes. Là, il y a des systèmes et il y a aussi des calculs. Donc, l'analyse linéaire. Là, c'est quand je vais faire une analyse. Et donc, analyse statique linéaire là-bas, là où je dois pouvoir vérifier les charges qui ont été appliquées, donc les charges permanentes et les charges d'exploitation. Lorsque maintenant, c'est cette option ici, Enveloping and Combination. Là, c'est pour la combinaison des charges qui va nous donner la superposition des charges dimensionnantes. Parce que c'est avec ces charges dimensionnantes que nous allons pouvoir dimensionner nos poutres, nos colonnes et nos dalles. Mais ici, là-bas, c'est quand nous voulons maintenant revérifier le dimensionnement. Donc là, c'est l'analyse des structures. Quand on ajoute ces charges ici. Et puis par après, là-bas, lorsqu'on veut faire les dimensionnements, là, pour ces systèmes ici, code check and design reinforcement, donc que moi, je peux appeler check rate, que nous, on appelle ici en français, et qu'on appelle en français, là, c'est définition des charges expliquées, les règles des combinaisons, calcul des superpositions. Maintenant, les dimensionnements. Pour les dimensionnements, c'est là, ici. C'est là où il y a une partie là où je dois dimensionner les poutres et là les beams et je peux les insérer juste ici, insérer task. Quand je vais insérer task, donc chaque élément que je vais calculer, je dois l'insérer ici, tu vois. Et par exemple, je vois ici, je vais calculer le poutre aux états limites ultimes, état limite des services. Je les insère. Si je veux par exemple aussi dimensionner mes poutres en tenant compte des charges accidentelles, les séismes et tout ça, je dois les ajouter. Si je veux faire par exemple l'analyse non linéaire, beaucoup plus par exemple lorsque je vais faire ce que nous appelons dans le domaine dynamique, par exemple je vais faire la vérification de l'analyse des push-over, ou soit l'analyse temporelle, ou soit les footfall analysis, donc l'analyse des vibrations des planchers, ou soit l'analyse des dommages, donc toutes les autres sortes d'analyse dynamique. C'est là maintenant je dois tenir compte de l'analyse linéaire quand nous allons parler de Newmark, nous allons parler des relais et ainsi de suite, les types d'analyse en tenant compte de tous ces paramètres là. Mais nous allons nous arrêter beaucoup plus sur l'analyse statique et l'analyse dynamique. Si je vais faire l'analyse dynamique, là maintenant c'est là quand je vais insérer par exemple if quake, là c'est l'analyse dynamique. Et EIGEN values, là, c'est les valeurs propres. Lorsque je vais faire l'analyse dynamique, donc l'analyse modale, spectrale, et là, lorsque je vais faire l'analyse sismique. Lorsque, par exemple, je travaille dans les domaines des ponts, là, je vais maintenant insérer les charges dues au trafic. Caribou. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Ça, je vous parlerai après Construction System Management. Ça, c'est pour le pont, et ainsi de suite. Donc, chaque tâche que tu vas insérer, tu vas les calculer. Toutes les étapes en fonction des projets. Donc, toutes les tâches sont assignées à des groupes appelés systèmes. Et voilà ce que je vous expliquais. Donc, c'est un peu ça. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser là-bas. Et pour ce qui est des systèmes, par exemple, on peut utiliser Rhino, on peut utiliser texte pour la modélisation, texte pour les charges. Et ça, c'est pour ce texte éditeur, donc qui était dit. Et voilà un peu sur ce qui est de l'environnement sophistiqué. Et là-bas, on va lancer des calculs. Ici, c'est les images. On va faire des snapshots. Là-bas, je vais vous montrer comment faire des vérifications. Et là, nous sommes juste au menu Home. Et là, les systèmes de visualisation, des graphiques. Là, lorsque vous voulez sortir les documents, je vais vous montrer tout ça. Mais en résumé, c'est comme ça que se retrouve l'interface. Ici, les espaces de travail. Et là-bas, c'est l'arborescence des projets. Donc, c'est là où on insère des tâches. Ici, c'est pour les dimensionnements des éléments surfaciques comme des dalles. Et là-bas aussi, vous pouvez insérer un autre, par exemple, pour les beam calculation, vous créez un groupe et puis là, vous allez ajouter des poutres. Mais aussi, vous pouvez aussi insérer pour les dimensionnements des colonnes et ainsi de suite. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo maintenant où je dois pouvoir vous montrer comment toutes ces histoires fonctionnent, comment faire la manipulation, comment l'interface là des processeurs de données d'entrée comme Sophieplice ou Revit ou Rhino, comment vous pouvez l'intégrer dans Revit. Merci beaucoup et à tout à l'heure.